Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'édition spéciale de ce jour sur Politique Cash. Abonnez-vous pour ne rien rater car cette actualité va vous choquer. Charles Blé Goudet brise le silence et fait une déclaration qui ne laisse personne indifférent. Je ne serai jamais l'ennemi du président Laurent Gbagbo. Alors que les spéculations sur leur relation alimentent le débat politique ivoirien depuis plusieurs années, l'ancien leader des Jeunes Patriotes réaffirme son attachement à celui qu'il considère comme son mentor politique. Entre fidélité, ambition personnelle et enjeux de succession au sein de l'opposition, cette sortie médiatique relance de nombreuses interrogations. Que signifie réellement cette déclaration? Quel message Charles Blé Goudet adresse-t-il à ses partisans et à la classe politique ivoirienne? Décryptage dans cette vidéo. Oui, bien sûr. J'aimerais très rapidement revenir sur votre condamnation par contumace. Je crois que la question a été évoquée, mais la réponse n'a pas été véritablement apportée, en tout cas à mon sens. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en ne sollicitant pas la réouverture de ce procès ou le réexamen de votre condamnation, vous ne donnez pas là le sentiment d'accepter, en tout cas implicitement, cette décision, et que vous risquez là également de pouvoir peut-être un jour être interpellé pour pouvoir exécuter cette peine de 20 ans. Est-ce que cette situation vous préoccupe? Bien sûr que me préoccupe. Vous parlez d'abord de mes droits. Moi, depuis que je suis étudiant, je me suis engagé dans la cause commune. Et puis après, on peut l'apprécier comme on veut, mais après je suis entré en politique. Et je n'ai jamais caché mon intention d'un jour faire partie de ceux qui vont diriger mon pays. Si je suis condamné à 20 ans, comment je ferais-je? C'est pourquoi je dis, ceux qui m'ont condamné veulent m'exclure du jeu politique. Mais surtout, condamnation. Sans vous couper, monsieur le ministre, sans vous couper, monsieur le ministre, vous affirmez surtout que cette condamnation était injuste. Vous voyez, mais je ne l'ai jamais caché. Oui, mais cette condamnation, elle est injuste, elle est injustifiée. Pourtant, vous n'avez entrepris aucune démarche judiciaire pour la faire annuler. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Vous êtes avocat. Vous êtes avocat. On l'aurait su. J'ai déjà compris votre question. En tout cas, on l'aurait su au vu de ce que vous acclamez en fait dans l'opinion publique. Vous appelez à ce que l'opinion publique puisse considérer cette décision comme étant illégitime. Vous voyez. Et aujourd'hui, les gens se posent des questions. L'opinion publique se pose des questions. Si vous-même vous considérez, vous appelez à ce que cette décision soit considérée comme étant illégitime, mais pourquoi vous-même vous ne la contestez pas devant les tribunaux? C'est la vraie question. Je pense que si vous avez... moi, j'ai compris votre question. On l'aurait su. Moi, j'ai compris l'essence de votre question. À plusieurs micros, à plusieurs tribunes, j'ai invoqué le principe des droits classiques. Nebis indem. Je parle à un avocat. Oui. Nul ne peut être ni jugé, ni condamné pour des faits pour lesquels il a été déjà jugé, ou relaxé, ou condamné. Nebis indem. C'est une expression latine. Pourquoi vous ne la faites pas valoir alors pour le coup? Donc d'abord, vous dites que je ne dénonce pas. Je vous dis que je dénonce. Et je vous ramène à mes tribunes, qui sont là, archivées. Vous pouvez en parler, vous pouvez le savoir. Même mon avocat, Maître Ndri, a dénoncé. Même devant la Cour pénale internationale. J'ai même demandé une audience et je l'ai dénoncé. Maintenant, après ça, vous dites, bon, maintenant... La dénonciation n'efface pas la condamnation pourtant. J'arrive. Maintenant, vous me demandez pourquoi je ne le fais pas devant les juridictions. Laissez-moi au moins le choix du moment pour le faire. Et ça aussi, ça fait partie de la stratégie. Vous le ferez un jour. Bien sûr que je ne peux pas laisser ça comme ça. Ok. Mais entre-temps, vous pourrez être interpellé pour la faire exécuter. Hein. Mais ça fait quoi? D'accord. Vous vous inquiétez pour moi, je vous comprends. L'avocat, il cherche. Mais vous cherchez un client. J'ai déjà des avocats. Et au sortir de cette émission, on pourrait en parler. Je pourrais vous mettre en contact avec Maître Ndri Claver. Vous voyez, déjà m'ont dit, écoutez, Guillaume Soro contestait sa condamnation devant la Cour des droits de l'homme de la CEDEAO. Et il a gagné le procès. J'ai dit oui, et après? Parce que une stratégie ne vaut que le résultat qu'elle produit. C'est quoi la suite? Il est inscrit sur la liste électorale. Donc, c'est moi, mon choix de stratégie. J'ai dit, mais tôt ou tard, je vais discuter avec le pouvoir sur cette question. Et donc, autant discuter maintenant. Au lieu d'aller faire tous ces grands tours à Abuja, tous ces grands tours en Éthiopie, je préfère qu'on parle, qu'on discute. Je ne veux pas que ma question de condamnation soit une étincelle qui va enflammer mon pays. C'est une décision que j'ai prise comme ça. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord. C'est aussi une leçon que je donne. Monsieur le ministre, quand vous dites que vous allez discuter avec le pouvoir sur cette question, est-ce à dire que en Côte d'Ivoire, le pouvoir politique s'interfère dans les affaires de la justice? Mais parce que j'ai toujours considéré cette condamnation comme une condamnation politique. Toutes les questions politiques cherchent des solutions politiques, par des voies politiques.
Voilà comment je l'ai considéré. Moi, je ne l'ai jamais considéré comme une question judiciaire. Moi, j'ai toujours considéré ça comme, c'est-à-dire, pour parler comme les Ivoiriens, on appelle ça apprenti mété calé. C'est ça. Pendant votre parents, j'ai vu Moustapha a mis l'image du président Ouattara. Et si je me trompe, vous ne l'avez pas encore rencontré depuis votre retour à Abidjan. Pourquoi? Non, donc quand je dis apprenti mété calé, ça dit, le gars, on l'a libéré à la CPI. Allez, mettez un blocus ici. Parce qu'on sait ce qu'il va venir faire. Et donc, ça va passer. C'est pourquoi je vous ai pris l'exemple de PASTEF. Mon parti n'a même pas de récépissé encore. Pourtant, d'autres partis qui sont créés après le COJEP, dont les leaders étaient en prison avec moi, on les récépissé. Et c'est moi le traite. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fonctionne? C'est pourquoi j'ai dit ceux qui m'accusent là. Moi j'ai l'impression qu'ils ont mis leur cerveau en location. C'est fort. J'avais posé une question sur le Goudé tout à l'heure. J'ai posé une question. J'ai dit, depuis votre retour à Abidjan, vous n'avez pas rencontré le président Ouattara? Oui, je ne l'ai pas rencontré. C'est un fait. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Est-ce que vous avez fait la demande? Oui, avant que je rentre en Côte d'Ivoire, j'ai formulé officiellement une demande pour le rencontrer. Je pense que pour moi c'était important. Voilà, on s'est quitté en Côte d'Ivoire, tout le monde, pas sous fond d'amitié. C'était une crise qui a fait beaucoup de morts. Donc le président Ouattara est le représentant de tous les Ivoiriens. Donc quand je rentre en Côte d'Ivoire, j'ai souhaité le rencontrer. Mais je n'ai pas eu l'opportunité. Et puis bon voilà, peut-être qu'un jour ça va venir. Monsieur le ministre, est-ce que vous êtes dans une démarche de consultation nationale? Après. Bah oui, effectivement, il avait formulé officiellement la demande de rencontrer son oncle, comme il avait indiqué à l'époque. Mais je veux revenir sur un élément très important. Ce sera si vous permettez, des questions assez courtes. Il n'y a pas de questions tabou. Oui, questions courtes, parce que je veux que vous alliez en fait sur un point très important. Je vais vous dire, Monsieur Charles Blé Goudé, est-ce que quand vous étiez enfant, vous connaissez comme quelqu'un d'assez bagarreur? C'est de la psychologie. Non, ne vous inquiétez pas. Non, je rassemblais, je jouais au ballon. Et même quand j'ai commencé à être adolescent, j'étais même le président du club qu'on appelait Fraternité Club de Pagorobré. J'ai rassemblé. On me connaissait plus comme sous cet angle-là que sous un angle bagarre. D'accord, donc en fait vous aviez l'aspect du collectif, déjà le football, le sport collectif, d'accord. Tout à fait. Et vous étiez fédérateur. C'est ce que je faisais. Est-ce que comme certaines personnes dans le pays BT, d'accord, par le poids de l'histoire politique en Côte d'Ivoire, avaient déjà été marquées souvent par certaines injustices faites à leurs parents? Parce qu'on a votre mentor, le président Laurent Gbagbo, qui parlait du militantisme, d'accord, officieux de son père et l'interpellation aussi de son père suite au procès d'Assabou. Pas mal de personnes dans le pays BT ont été interpellées justement. Est-ce que vous, déjà enfant, vous aviez aussi senti cette injustice, cette forme d'injustice? Vous aviez été marqué par cela? Oui, on l'a entendu. On était là, on nous disait toujours que le peuple BT était exclu de la gestion du pouvoir, il était exterminé par le président Oufoué. Tout cela, ce sont des narratifs qui ont nourri notre enfance. Du parti unique. Voilà. Mais je veux savoir, maintenant, l'idée de combattre, commencer dans les syndicats, on a su par la suite avec la FESI. Quand est-ce que cela naît? Cela naît au lycée, au collège? Quand est-ce que vous avez voulu commencer à combattre? Au lycée. Au lycée, je vous explique. D'abord parce que moi j'ai fait l'enfance, le collège, tout ça, à l'intérieur du pays. Oui. Et là-bas, on ne sentait pas trop l'injustice sociale, tout ça, on trouve la différence parce qu'on est au village. Moi j'étais à Bondoukou, et là-bas j'ai joué au ballon, j'étais bien acclamé. Et puis, j'ai mon BPC. D'accord. Au CG d'Alépé et on m'oriente au lycée classique d'Abidjan. D'accord. C'est là que je vais prendre en plein visage la différence qui existait entre moi et les autres. D'abord, il y avait les cars. On nous appelait les esclaves du car. D'accord. Des cars qui venaient nous chercher au lycée classique. Et puis, les autres, que leurs parents venaient prendre dans des voitures luxueuses, tout ça. Et puis, il y avait le Messi. Et un jour, nous, on a voulu que notre ami soit notre candidat. D'accord. Et pour ça seulement, on nous a exclus du lycée pour une semaine. Et quand on est revenu, les élections avaient déjà lieu. D'accord. À partir de là, ceux qu'on appelait à l'époque les grands frères sont venus nous voir. D'accord. Au lycée classique encore, vous aviez des grands joueurs de basket, de football, que les cadres de l'Africa venaient prendre, de la SEC venaient prendre. Donc, nous, on était exclus de tout cela. D'accord. Okay. Et puis les grands frères viennent nous voir. Ils disent, mais écoutez, est-ce que vous savez qu'on peut changer les choses? Ils venaient de l'université, c'était les jeunes Gué, là, Hippo Marseille, notamment. Intéressant. Et c'est à partir de là qu'une équipe est formée pour dire non, il faut un autre syndicat des étudiants. Voilà comment j'entre dans ce combat-là. D'accord, ok. Et c'est intéressant parce que, donc, si je comprends bien, c'est suite à une réalité, une différenciation sociale, vous avez été marqué par cette injustice faite, d'accord, sur le plan social. Parce qu'on a certaines personnes qui sont plus aisées au détriment d'autres personnes. Donc, c'est par un traitement qui n'était pas juste que vous aviez pris conscience, d'accord, qu'il fallait essayer d'équilibrer les choses. Oui, mais on peut même être différent socialement. Et avoir une justice. Quand on vous pétine, quand vous montrez que vous êtes moins que rien, là, en ce moment, vous vous révoltez. D'accord. Alors, pourquoi je vais en venir là, c'est très important. Charles Blé Goudé. Aviez-vous déjà entendu le surnom Blé la Machette? Si, j'ai lu ça par mes adversaires. D'accord. Et quand vous entendez Blé la Machette, vous vous sentez comment?
je me sens offusqué, mais je me dis que bon, ben, c'est la voie qu'ils ont choisie pour me faire passer pour ce que je ne suis pas. D'accord, leader de la jeunesse ivoirienne. Et on dit Charles Blé Goudé, souvent tous les crimes qui sont perpétrés, au sein de l'université d'Abidjan, il y a une seule personne, monsieur Charles Blé Goudé, à la fois leader de la jeunesse et celui-là qui a fait étendu la violence au sein de l'université. Malheureusement, j'ai dit bien la Fédération étudiantine scolaire de Côte d'Ivoire. Et dissoute. Voilà, dissoute. Comment vous percevez cela? Parce qu'aujourd'hui, il y a un regard qui est complètement, peut-être, un narratif qui est complètement étriqué sur cette fessie que vous avez connue. Et c'est pour ça que je vous posais des questions sur la genèse. Je réponds. Et maintenant, allez-y. Merci beaucoup. Et je pense que la Côte d'Ivoire des juridictions, où on avait eu à l'époque, et ce n'est pas un secret, j'ai fait face, très jeune, à la justice ivoirienne, à ma qualité de leader de la fessie. Si j'avais perpétré tous ces crimes, la justice ivoirienne a eu l'opportunité de me condamner. J'ai fait 9 fois la prison pour mes opinions en Côte d'Ivoire. Ça, c'est pour vous. Ceux qui disent sur les réseaux que non, c'est un mourant, chacun a une histoire et un parcours. Donc, à cette époque, on l'aurait fait. Seulement, à cette époque, on était beaucoup traqués. On était beaucoup, poursuivis par la police. Et donc, quand les policiers venaient, c'était les courses-poursuites. Et puis après, il y a eu une crise interne au sein de la FESI, où des gens n'ont plus voulu que je sois à la tête de cette organisation. Pour des raisons politiques, ils étaient manipulés par leurs parrains. Vous les connaissez. Et puis, ils ont choisi la voie de la violence. Parce que pour que je sois élu, c'était des votes. Pourquoi? Pour que vous m'enleviez, il fallait avoir recours à une voie qui n'est pas légale. En ce moment, ils ont pris, eux, des machettes contre nous. Mais c'est notre histoire. Vous avez aussi pris des machettes? Non, moi, j'ai jamais pris des machettes. Donc, en fait, ils ont attribué les armes qu'ils possédaient. Mais même le jour où, M. Nissa, merci beaucoup, je viens de Korogo. Je trouve que j'arrive, on me dit que je suis démis. Je vais à l'amphithéâtre Robert pour m'adresser aux étudiants. Et il y a une fille étudiante qui me dit, général, ils arrivent. Je ne savais pas de quoi elle parlait. Quand je me tourne, je suis pris là, terrassé, à terre. Ah bon? Au sein de l'université? Déshabillé, mes habits déchirés. On m'arrache mon passeport. On me traîne comme un mouton, comme de là, l'amphithéâtre Robert, jusque, ils passent devant la présidente de l'université, vous connaissez bien l'université d'Abidjan, et puis ils descendent vers la place Akbélé pour me prendre vers le maquis qui mène à Mermoz. Exactement. C'est là que les étudiants s'interposent. Vous l'amenez où? Et c'était aussi des étudiants qui vous... Oui, c'était mes Ils ont loué des loubards qui étaient venus. D'accord. Parce que celui qui était là, je le connais, je préfère ne pas dire son nom, il était de la FESI. D'accord. Le loubar qui était là ne me reconnaissait pas. Il a dit, c'est lui. Ah. Parce que je n'étais pas aussi médiatisé que ça en son temps. C'était la presse écrite, tout le monde n'a pas la presse écrite. Et donc les étudiants s'interposent. C'était des milliers et des milliers d'étudiants qui sont venus me sauver de leurs mains. Ils ont été arrêtés. Rémi a fait ses crises, qu'ils a libérés le soir. Mais quand la police fait irruption à la cité de Mermoz, dans leur chambre, la police découvre des armes blanches. Nous étions en 2000. Des fusils. Nous étions en 2000, vous avez raison. Nous étions en 2000, oui. À la veille de l'élection. Donc l'université était devenue un champ de compétition politique pour arracher le pouvoir à celui qu'on pense maîtriser les élèves et les étudiants. C'est ça que j'ai vécu. Mais ceux qui ont découvert les armes blanches dans leur maison, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Et après, dans la presse qui est opposée à moi, c'était Blé la Machette et c'est parti. Ah, non, c'est intéressant. moi je ne suis pas Blé la Machette. Moi je ne suis pas un homme de la violence. Et aujourd'hui, vous voyez, on m'accuse même d'être celui qui est trop mou, celui qui n'agresse pas assez. En réalité, c'est ce que je suis. Mais quand je suis dans une équipe, que ma décision est réduite à minorité, j'applique celle. Pendant que j'étais à la tête de la jeunesse patriotique, on dit mais il est dur, il est ceci. Non, moi je défends mes convictions. D'accord. Donc Voilà. pour finir, la machette, vous l'utilisez dans d'autres sens. À Bondoukou. Oui, je vais la partie Bondoukou. La machette est faite par l'autre. Non, mais c'est cela, effectivement. C'est ce que je suis. Oui, oui.